Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maroté Avitrac. Je réalise une thèse de doctorat actuellement au sein de l'UMR 241 UEO sous la direction de Tevini Tehei et également en co-direction de thèse avec le CIRAD, donc, qui est un organisme de recherche agronomique basé dans le sud de la France à Montpellier. Je suis également président du syndicat des producteurs de rhum agricole de Polynésie française et directeur de la distillerie Avatea. Au cours de cet exposé, je vais tenter de vous dire en quoi une variété, une innovation pour une filière canne à sucre de 1000 hectares en Polynésie française peut contribuer à répondre aux crises. Alors, je vais tout d'abord vous présenter la filière canne et rhum en Polynésie française. Donc, le véritable démarrage a eu lieu assez récemment, en 2014. Aujourd'hui, il y a 4 distilleries basées dans 2 archipels. Et on a déjà eu donc des rhums qui ont été médaillés à la plupart des concours qu'on a présentés, malgré donc le jeune âge de cette filière. C'est dans cette optique qu'on a créé en 2019 le syndicat des producteurs de rhum de Polynésie française, donc qui vise à l'obtention en 2022 donc d'une indication géographique protégée pour l'ensemble de nos produits. La filière représente aujourd'hui 50 hectares. Alors ça peut paraître peu, mais à l'échelle de la Polynésie, c'est déjà une filière conséquente. Et il y a 49 planteurs répartis sur 3 archipels, donc dans les îles du Vent à Tahiti, Moorea, dans les îles sous le vent à Taha, et au Tuamotu, sur l'atoll de Rangiroa. Il y a déjà 6 hectares qui sont cultivés en agriculture biologique, donc sous les normes européennes et pacifiques. Et on a eu la chance de pouvoir produire le premier rhum bio à l'échelle mondiale, donc le rhum Manao. En 2019, ont été produits 1250 tonnes de canne, ce qui représente 60 000 bouteilles. Vous avez ici les 4 types de rhum qui ont été produits et les médailles qui ont été donc les nôtres sur les dernières années présentées au dernier concours. Alors c'est une filière qui a un potentiel remarquable puisque elle est estimée aujourd'hui à 500 000 bouteilles. Donc 500 000 bouteilles, ça représenterait environ 200 à 300 hectares. Donc là, ce serait clairement, après le cocotier, la première filière. Aujourd'hui, on couvre ce marché à uniquement 12%. Et donc on a un marché, un potentiel à l'export qui est bien plus intéressant, de l'ordre de 700 à 800 hectares. C'est difficile de le quantifier aujourd'hui. Mais en tout cas, on a, vous le voyez sur le graphique en bas à gauche, donc 50% de la consommation mondiale d'alcool sont des alcools forts. Sur ces alcools forts, le rhum est numéro 3, derrière le whisky et la vodka. Alors ils sont loin devant, mais il y a quand même 536 millions de litres qui sont consommés dans le monde chaque année. Et nous, on ne produit que 60 000 bouteilles, ce qui nous laisse à penser qu'on a vraiment un fort potentiel de développement en Polynésie française. L'objectif de notre syndicat à 15-20 ans est de produire 1000 hectares. Alors 1000 hectares, c'est un chiffre marquant, c'est un chiffre qui doit nous permettre donc de créer des emplois, 3000 emplois, dans les 5 archipels. Alors cette filière serait composée de planteurs, de distillateurs, mais pas que. Il faut aussi des armateurs, des transporteurs, puisque la Polynésie française, c'est 118 îles, réparties sur la taille de l'Europe. Et donc, il faudra accompagner cette filière avec des formateurs, des développeurs, des fournisseurs d'intrants locaux, mais également réfléchir à comment réorganiser l'administration et services territoriaux dans ce sens. En 2020, on nous a frappé une crise mondiale, certes, avec cette pandémie, mais il y avait déjà donc une crise de l'agriculture et une crise écologique. Alors, les mobilités territoriales et internationales ont été fortement mises à mal. Et le plan d'action canne à rhum en Polynésie française, donc d'abord est d'intégrer le schéma directeur de l'agriculture pour les 10 prochaines années, de façon à se positionner, de se baser sur des circuits courts pour remédier à cette mobilité mise à mal, de développer une économie circulaire basée sur l'agroécologie, de façon à contribuer à réduire l'usage des herbicides dans les plantations de canne à sucre, de fixer les populations dans les archipels en créant des revenus complémentaires par la culture de la canne à sucre. Là, je pense à la filière du copra localement qui est déficitaire. Et d'éduquer et cultiver, produire pour préparer l'avenir. Se faire connaître et reconnaître, continuer donc à l'international à présenter les bouteilles produites pour continuer à gagner les concours. Alors pourquoi nos rhums sont-ils primés? En quoi sont-ils innovants? Sur quoi repose finalement l'aspect recherche de cette démarche? Alors
il convient quand même de faire une petite introduction. D'abord, il y a l'effet de mode, la nouveauté par rapport au rhum, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des qualités organoleptiques qui sont reconnues puisque les dégustations se font à l'aveugle. Et elles pourraient venir alors d'un terroir riche et varié. Effectivement, on a des îles hautes, on a aussi des atolls coralliens, ce qui pourrait conférer à la nature des produits des qualités organoleptiques bien spécifiques. Un savoir-faire acquis auprès de partenaires de renom, puisqu'on est allé chercher donc de l'expérience à l'étranger, mais là c'est vraiment en termes industriels. Mais on utilise aussi certaines variétés, des variétés particulières en Polynésie française, des variétés ancestrales, donc qui ont été amenées par les Polynésiens lors de leur migration depuis l'Occitanie occidentale. Et bien ces variétés, il se trouve qu'elles ont été exportées ensuite par Bougainville en 1768 lors de son passage à Tahiti. Il l'a ainsi renommée Haut-Tahiti et elle a été la première canne sucrière au monde jusqu'à la fin du 19e siècle. Cette canne à sucre, eh bien, elle a été ensuite abandonnée puisque sensible à des virus et à des maladies et sont apparus au début du XXe siècle les premiers centres de création variétale, donc qui, grâce à des hybridations d'abord intraspécifiques, ont permis de résoudre certains de ces problèmes, mais ensuite avec des hybridations interspécifiques ont permis donc de résoudre les problèmes de virus et de productivité, et la canne au Tahiti a été complètement oubliée. Alors, quelle a été notre méthode pour donc vérifier les propriétés de cette variété? Déjà, la première hypothèse, c'est qu'on a encore cette variété que présente en Polynésie française. On n'en était pas sûr, donc il a fallu aller déjà bien se documenter, aller faire une recherche bibliographique approfondie, et puis aller rechercher donc ces variétés. On a fait le tour de l'île de Tahiti, le tour de Moorea, Raiatea, Taha, donc principalement les îles hautes. On n'a pas pu aller partout, mais on a retrouvé donc la plupart des variétés décrites dans la bibliographie. Et pour s'assurer donc de leur propriété, on a réalisé des mesures morphologiques donc lorsqu'on les a mises en collection. On a accompagné toutes ces mesures d'une recherche, donc d'une étude du polymorphisme génétique de ces individus, grâce à un marquage moléculaire, de façon à s'assurer qu'on avait bien des cannes nobles, donc des cannes qui correspondraient à nos cannes au Tahiti d'origine. Notre deuxième hypothèse était qu'il serait possible de cultiver ces variétés, parce que c'est bien beau d'avoir retrouvé les variétés au Tahiti, si on a les mêmes problématiques qu'à la fin du 19e et qu'on ne peut pas les produire, ça ne sert à rien. Donc on les a mises en culture sur des sites représentatifs, donc des terres domaniales qui seraient disponibles pour les agriculteurs, de façon à assurer la promotion de notre filière. Selon le référentiel bio, naturellement, pour répondre à la crise écologique donc liée à l'utilisation du glyphosate et donc dans l'optique de réduire donc l'utilisation des herbicides. Notre troisième hypothèse, eh bien, c'est celle que cette variété pourrait apporter une aromatique particulière à nos rhums. Et nous allons réaliser donc une étude du chémotype et des analyses sensorielles des jus et des rhums de façon à le déterminer. Alors nos résultats en termes de polymorphisme génétique des individus, sur l'arbre en haut à gauche, donc en vert sont représentées toutes les variétés nobles, et ces variétés nobles, ces fameuses cannes Haut-Tahiti potentielles, on a pu le déterminer puisqu'on a introduit dans notre étude en fait une variété étant reconnue comme la Haut-Tahiti puisque conservée chez nos confrères hawaïens en collection. Donc c'est un peu léger comme résultat, mais ça nous permet déjà d'avoir une première approche de quelles seraient nos cannes nobles. Et on a été renforcé donc dans notre idée que c'était les cannes au Tahiti, puisque quand on a introduit dans la même étude du polymorphisme génétique des cannes nobles qu'on avait nous-mêmes importées de la serre de quarantaine de Visacan du Sierra à Montpellier, eh bien il se trouve que ces cannes, représentées par le cercle en rouge, eh bien, sont beaucoup plus proches des variétés modernes, ces variétés modernes productives créées dans les centres d'hybridation. Ces variétés modernes, on est sûr qu'elles le sont puisqu'on a réalisé donc cette étude du polymorphisme génétique, et également puisque représentées sur les deux graphiques, en bas à gauche pour les rendements et à droite pour les hauteurs, qui est la principale caractéristique du rendement, eh bien nous avons très clairement des variétés qui sont beaucoup plus productives que nos variétés nobles. Alors justement, ça ne répond pas à la question de savoir si on peut les cultiver. C'est pour ça qu'on est allé mesurer chez certaines variétés en particulier la hauteur et les rendements, et on s'est aperçu qu'on avait deux variétés nobles parmi nos cannes Haut-Tahiti supposées qui présentaient de bonnes caractéristiques agronomiques. Il faudra compléter une analyse des arômes, et donc ça c'est en cours de réalisation puisque je n'ai pas encore terminé cette thèse, et donc en cours de réalisation, une analyse donc en chromatographie de l'aromatique des jus et des rhums, accompagnée d'analyses sensorielles.
Alors, le potentiel d'innovation autour des propriétés aromatiques donc de cette canne à sucre va au-delà de la canne au Tahiti, puisqu'on pourrait se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des variétés pour l'aromatique et non plus pour le sucre. Un peu à l'image des cépages sur la vigne, il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est par exemple, on se remet un petit peu en arrière, on imagine qu'il n'y a plus que le merlot qui fonctionne suite à la crise du phylloxéra. Donc on n'a plus que le cépage Bordeaux, que le cépage Merlot. Et ce cépage Merlot, eh bien, on va aller le produire à Bordeaux, on va aller le produire en Alsace, on va aller le produire dans le Languedoc, et on n'aura plus que des vins faits avec du Merlot, mais naturellement avec des caractéristiques organoleptiques différentes, puisque produits sur différents terroirs. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé avec la canne à sucre. La canne à sucre a toujours été produite, d'où son nom canne à sucre, pour des propriétés, production de biomasse, résistance, production de sucre. Et donc notre hypothèse aussi, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on pourrait avoir une aromatique particulière grâce à nos variétés. Et donc ça ouvrirait une voie de création variétale, puisque le marché du rhum est porteur, non plus uniquement pour faire du sucre et de la biomasse, mais également pour faire de l'aromatique. Il faudra convenir naturellement à protéger la ressource végétale si c'est lié aux caractéristiques propres des cannes de Polynésie française, ces fameuses cannes au Tahiti. Et donc ça ouvre une voie de rayonnement de la Polynésie française à l'international, également pour les rhums qui seraient issus de notre filière. En conclusion, donc, la recherche de ce cultivar Saccharum officinarum pourrait se voir attribuer le taxon de Tahitiensis si nous avons bien retrouvé les cannes à Tahiti d'origine et si elles proposent une particularité aromatique différente. Et voilà en quoi la recherche peut contribuer à répondre aux crises. Donc de l'agriculture localement par rapport à une filière déficitaire qui est celle du copra, largement subventionnée par le territoire avec du matériel vieillissant au sein de l'huilerie, elle pourrait vraiment contribuer à apporter des revenus complémentaires dans les îles, fixer les populations et donc y contribuer. Répondre à une crise internationale en réponse à l'utilisation massive d'herbicides dans les plantations de canne à sucre. On pourrait amener notre pierre à l'édifice en matière d'agroécologie de façon à contribuer donc à cette réduction d'utilisation des herbicides et la pollution qui est liée, et à cette crise mondiale en utilisant des circuits courts pour la production dans notre filière et au niveau de la valorisation aromatique donc de nos produits. Je vous remercie de votre attention.